Bonsoir et merci de votre fidélité. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour l'année 2014 à tous les téléspectateurs de la chaîne nationale et internationale Télé Sahel. Retenez que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant nomination au grade supérieur d'un aspirant des forces armées nigériennes. Au terme de ce décret est nommé au grade supérieur au titre de l'avancement normal l'aspirant des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 1er octobre 2013 au grade de sous-lieutenant l'aspirant Ali Alfari, matricule 05 698. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Foumakoye Kodo, celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Hassoum Massaoudou, le directeur de cabinet du ministre de la Justice et le gouverneur de la région de Niamey se sont rendus ce matin sur le chantier de construction de la centrale thermique de Gorubanda et les couloirs des ligues 132 kV en provenance du Nigeria et 106 kV Niamey 2 alimentant Kolo et Saï. En présence du directeur général de la Nigélec, ces autorités sont allées constater l'état d'avancement de ces travaux qui ont débuté il y a 2 mois et qui sont déjà significatifs. Nos reporters Gérard Ablaziz et Issa y étaient également. À leur arrivée à Gorubanda au chantier de construction de la centrale thermique diesel de 100 MW, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, celui en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le gouverneur de la région de Niamey et le directeur de cabinet du ministre de la Justice ont été agréablement surpris par l'avancée des travaux. La base vie de Sino Hydro, l'entreprise chinoise chargée de l'exécution du projet, a pris forme 2 mois seulement après le démarrage des travaux. 350 tonnes de matériel sont déjà là et 3 expéditions de matériaux sont attendues du port de Cotonou. Le coordinateur du projet, Abdelkarim Nomakaka, et le directeur général de la Nigélec, Khalid Alassane, ont souligné 3 défis à relever. Il s'agit de la sécurisation et de l'alimentation en eau du site et l'occupation anarchique par des habitations à Saga et Gamkale des couloirs, des lignes d'évacuation de l'énergie produite par la centrale. Pour ce qui est de la problématique de l'eau, plusieurs sondages géotechniques réalisés sur le site et le long de la voie d'accès pour la recherche d'eau ont relevé un débit très faible, moins de 2 mètres cubes par heure, ce qui est très insuffisant pour l'ensemble des besoins en eau dont le débit requis est de 60 mètres cubes heure. Pour cette raison, l'alimentation en eau de la centrale ne peut être assurée que par un pompage sur le fleuve Niger. Pour ce faire, des conduites et des équipements seront posés entre le fleuve et le site à travers des propriétés privées. L'étude préliminaire de l'alimentation en eau est en cours et une demande de déclaration d'utilité publique sera transmise aux autorités compétentes dès que le site de pompage et le linéaire du tracé seront connus. Mais c'est à Saga et à Gamkale, visités par nos autorités, qu'il y a beaucoup plus de pain sur la planche. L'occupation anarchique par les habitations des couloirs des lignes d'évacuation de l'énergie a un impact très significatif dans la réalisation du projet. En effet, c'est sur ce tronçon d'une longueur d'environ 4 km que sera construite la nouvelle ligne 132 kV en provenance de Gorubanda, nécessitant ainsi le décrépissement total du couloir. Néanmoins, pour le cimetière, une solution technique a été envisagée pour permettre son surplomb. À l'instar du couloir de la ligne Saga-Niamey 2, les couloirs des lignes Gorubanda-Saga et Gorubanda ex-poste rive droite devront être libérés afin de permettre la construction des lignes haute tension 132 et 66 kV prévues dans le cadre du projet. Une demande de déclaration d'utilité publique les concernant a été déjà transmise aux autorités de tutelle. Les gens sont venus construire parfois sous la ligne, vous avez les images. Nous avons des gens qui ont construit latéralement à la ligne, mais dans l'emprise de la ligne, ce qui est tout à fait complètement dangereux. C'est d'abord dangereux pour les populations qui se sont installées là, parce qu'en cas d'incident, ça peut provoquer vraiment des dégâts, y compris des pertes humaines par électrocution. D'autre part, c'est des occupations sauvages, parce que ce couloir ou cette autoroute de l'énergie a fait l'objet d'une expropriation depuis 1976. Donc il n'était pas question, il n'était pas autorisé à des personnes de venir donc s'y installer. Il se trouve qu'avec la construction de Gorubanda, très incessamment, on doit commencer la reprise de cette ligne pour d'abord amener l'électricité de Gorubanda et la brancher
sur cette ligne qui vient du Nigeria. Et il faut refaire totalement la ligne qui alimente les départements de Kolo et de Saï. Pour les refaire, ça veut dire qu'il faut démonter ces pylônes, il faut monter de nouveaux pylônes, il faut dérouler les câbles. Et vous avez constaté que ce n'est pas possible. Il y a des endroits où même une petite voiture ne peut pas passer, à plus forte raison des gros engins qui doivent faire ce travail. D'où la question de quoi faire. Ce qu'il y a à faire, c'est que force doit rester à la loi. Les gens qui ont occupé illégalement un espace public doivent être déguerpis. Donc nous voulons que vous soyez des témoins de cette occupation illégale, mais également rentrer dans la sensibilisation pour que ces gens comprennent qu'à partir d'aujourd'hui, ils doivent commencer à déménager. Autrement, ce serait la force qui va intervenir pour le faire. Nous espérons qu'on ne va pas arriver à cette extrémité et qu'avant le début des travaux, qui sont attendus, parce que la ville de Niamey a besoin de cette énergie-là. Si on ne construit pas la ligne, on va avoir une centrale qui ne pourra pas alimenter la ville, donc ce qui serait une aberration. La construction de la centrale thermique diesel 100 MW qui va durer 20 mois est un projet qui tient à cœur au président de la République, Issou Mahamadou. Elle va permettre en effet de renforcer les moyens de production nationale d'énergie électrique de manière générale et en particulier de satisfaire la demande énergétique de plus en plus croissante de Niamey, la capitale. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse de l'Union européenne. L'Union européenne a procédé au deuxième décaissement de l'appui budgétaire au Niger au titre de l'année 2013, conformément au calendrier de décaissement du programme pluriannuel d'appui à la réduction de la pauvreté et du contrat de bonne gouvernance et de développement. Le deuxième décaissement d'appui budgétaire de l'Union européenne au titre de l'année 2013 a été finalisé le 18 décembre 2013 par les autorités compétentes à Bruxelles. Ainsi, plus de 8,5 milliards de francs CFA ont été décaissés au profit du budget 2013 et équitablement repartis entre le programme pluriannuel d'appui à la réduction de la pauvreté et le contrat de bonne gouvernance et de développement. Ce montant vient s'ajouter à plus de 14,4 milliards de francs CFA préalablement décaissés en juillet dernier. Le ministre de l'Emploi et du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des administrations des secteurs publics, parapublics et privés que, conformément à la loi numéro 98-05 du 29 avril 1998, instituant les fêtes légales modifiées par la loi numéro 2006-08 du 2 mai 2006, la journée du mercredi 1er janvier 2014, correspondant au premier jour de l'an, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le directeur de cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques avait conduit une délégation à Bamako, au Mali. La délégation a tenu des séances de travail avec les techniciens du sous-secteur. Objectif, échanger et partager les expériences, notamment sur l'approche par compétences. Le commentaire de Jibril Namalka. C'est dans un souci d'appropriation d'outils nécessaires de l'orientation de leur propre action dans la construction du processus de mise en œuvre de l'approche par compétences que le ministère des Enseignements techniques et professionnels, avec l'appui de la coopération luxembourgeoise, a effectué une mission à Cotonou au Bénin et à Bamako au Mali. Tout comme au Bénin, à Bamako, la délégation a eu une séance de travail avec les techniciens du ministère du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Des échanges positifs permettant d'une part aux techniciens nigériens d'orienter leurs propres actions dans la construction d'un cadre national de certification professionnelle et de validation des acquis professionnels et expérientiels en cours au Niger. Et d'autre part, développer des solutions de formation inspirées des modèles visités. Il s'agit pour nous d'échanger avec les techniciens maliens sur un certain nombre de pratiques, en l'occurrence l'apprentissage par compétence et le système dual. Le troisième objectif, c'est de voir au niveau de la certification des validations des acquis professionnels. Et
par rapport à la certification et à la validation des acquis professionnels. C'est quoi la validation des acquis professionnels? Il s'agit en fait de voir tous ces milliers d'artisans qui sont formés sur le tas, ou ceux qui ont appris par imitation en famille, de voir en fait tous ces professionnels-là comment donc valoriser leur profession en essayant donc de voir comment leur délivrer des certificats relativement aux compétences qu'ils maîtrisent. Nous savons très bien que cette nouvelle approche pédagogique de la PC est très exigeante. Elle demande normalement beaucoup de moyens et beaucoup de formation. C'est-à-dire que pour que ça soit une réussite, il faut que les formateurs soient bien formés, que les équipements soient disponibles, que les programmes ou les référentiels soient disponibles. A noter que la délégation conduite par le directeur de cabinet, Dr Abdoulaye Bouché, a eu à visiter plusieurs centres de formation, dont entre autres le centre professionnel et technique privé Guibert de Titibougou, celui de Missabougou et l'école centrale d'industrie, de commerce et d'administration ESICA de Bamako. Cérémonie de présentation des résultats du dénombrement des girafes du Niger, édition 2012, par la Direction générale de l'environnement et des eaux et forêts. C'était en présence du ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et son homologue du tourisme et de l'artisanat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce communiqué du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a l'honneur de porter à la connaissance de la population que par arrêté 092-MC-DGC-DCI-LCVC et numéro 093-MC-DGC-DCI-LCVC du 31 décembre 2013, les prix de vente détail à la pompe des hydrocarbures pour le mois de janvier 2014 sont ainsi fixés sur toute l'étendue du territoire national. Super 91, 540 francs CFA, le litre reste inchangé. Gasoil 538 francs CFA, le litre reste inchangé. Mélange 2 temps 613 reste inchangé. Pétrole lampant 496 francs CFA, le litre reste inchangé. Ces prix entrent en vigueur le 1er janvier 2014 à partir de 0 heure. Deuxième communiqué, le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a l'honneur de porter à la connaissance de la population que par arrêté numéro 0424-MC-DGC-DCI-LCVC du 31 décembre 2013, les prix de vente du gaz domestique sur toute l'étendue du territoire national sont fixés ainsi qui suit. Bouteille de 12,5 kg, 3 750 francs CFA, reste inchangé. Bouteille de 6 kg, 1800 francs CFA, reste inchangé. Bouteille de 3 kg, 900 francs CFA, soit 300 francs CFA le kilogramme, reste inchangé. Ces prix entrent en vigueur le 1er janvier 2014 à partir de 0 heure. Suite de cette édition, la célébration jeudi dernier du centre historique d'Agadez, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été un véritable succès. Pour certains acteurs, c'est une reconnaissance de la communauté internationale vis-à-vis du Niger, tandis que pour d'autres, c'est une incitation à la présentation de cette richesse culturelle. Reportage Moussa Hamani et Ibrahim Marikou. Après l'effort, le réconfort. C'est à juste titre que le Niger a fêté jeudi dernier l'inscription du centre historique d'Agadez au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une victoire acquise après plusieurs années de combat. Cette consécration nigérienne est non seulement une reconnaissance de l'UNESCO pour le Niger, mais également une invite de notre pays à la sauvegarde de ce centre historique devenu aujourd'hui un patrimoine mondial. C'est vraiment la consécration de la valeur historique et culturelle de cette ville au niveau national et au niveau international. Et vous avez vu aussi que la population d'Agadez y est très attachée. Je crois qu'elle n'a jamais manifesté autant de joie, de
réjouissance pour fêter, et ça a été fêté dans un cadre traditionnel dans la cour du sultanat et de l'Aïr. La célébration est un signal fort à l'ensemble des Nigériens et de la communauté internationale pour prouver notre attachement et notre détermination à faire de cette institution un modèle de notre pays. Et c'est pourquoi vous avez vu les moyens ont été mis pour que cette mobilisation soit conçue une invite pour le Niger afin qu'il puisse travailler pour que le centre historique d'Agadez soit véritablement préservé et qu'il soit au profit des générations présentes et futures. Ça va nous inciter à travailler pour inscrire d'autres biens. La réussite de cette fête, ou du moins l'adhésion massive des acteurs nationaux et internationaux à cette fête, doit être maintenue, mais cette fois-ci pour réussir l'autre important combat, à savoir la restauration progressive de ce centre. Après la fête consacrant l'inscription du centre historique d'Agadez au patrimoine mondial, le véritable travail des autorités nigériennes et de la population d'Agadez avec l'appui bien sûr des partenaires et la restauration, une réhabilitation qui a déjà débuté grâce au soutien de l'Union européenne à travers le PASOK, et c'est la maison du boulanger et le cimetière des martyrs qui sont en train d'être restaurés. Les habitants de la vieille ville d'Agadez et les cadres du ministère de la Culture ont visité ces sites réhabilités. Retrouvons Moussa Hamani et Ibrahim Marikou. La fête de la célébration de l'inscription du centre historique d'Agadez a été belle. Mais après ces réjouissances, l'heure est à présent au travail. Et surtout à la mobilisation générale de la population de l'Aïr, notamment celle du centre historique d'Agadez et des partenaires du Niger à la réhabilitation de ce centre. L'Union européenne, à travers le PASOK, a déjà adhéré à cette initiative. D'où la restauration de la maison du boulanger ou la maison de Sidika et celle du cimetière des martyrs dont les travaux se poursuivent activement. La fête c'est fini et la fête ce n'est qu'un début. C'est le début maintenant d'une importante entreprise de réhabilitation avec le soutien de la population qui est là, que vous voyez derrière nous. Nous avons commencé la restauration très vite. À l'espace de 2 mois, nous avons réussi à restaurer intégralement la maison du boulanger. Vous avez vu, elle est restaurée intégralement. Et maintenant, nous sommes sur le chantier du cimetière de martyrs. Et le cimetière de martyrs, nous sommes en train de reprendre la clôture intérieure, intégrale, que nous sommes en train de refaire. Et après, nous allons faire les vestibules d'entrée et la grande façade du mémorial, puisque c'est maintenant un mémorial qui sera édifié. Et ils sont déjà à pied d'œuvre. Les maçons sont à pied d'œuvre, ça fait déjà 1 mois. Et il nous reste encore des mois sur ce chantier qui est vraiment notre chantier phare. C'est le chantier titanesque que nous allons mener dans la vieille ville d'Agadez en termes de réhabilitation. Nous tenons encore à remercier l'Union européenne et le PASOK qui nous ont donné cette opportunité. Nous demandons aussi aux autres partenaires d'assister Agadez dans sa restauration. Cette grande mobilisation des populations de la vieille ville d'Agadez, toutes couches sociales confondues, démontre à quel point elles ont compris l'importance de la réhabilitation et de la sauvegarde de ces lieux historiques. Merci Moussa pour ces reportages. La mission de l'initiative 3N, conduite par le gouverneur de la région de Dosso, poursuit les visites sur les sites de cultures irriguées. Après Boboy et Falmaï, la délégation s'est rendue dans les départements de Gaya, Djundju, Tibiri et Douchi. Compte rendu Ousmane Abdou et Habibou Bako. Les périmètres hydro-agricoles au bord du fleuve ont pour problème numéro 1 les digues, comme celui de l'aménagement Gaya-Amont qui a cédé après plusieurs colmatages, créant ainsi un manque à gagner de plus de 1000 tonnes. Après la visite et un entretien avec les exploitants, le gouverneur de Dosso Seydou Zataou Ali a instruit les techniciens pour une solution définitive. La délégation a visité à Kessa dans le département de Gaya les travaux de réhabilitation de l'aménagement sur 25 hectares à réseau californien avec 3 motopompes
pour 162 millions de francs CFA. Les travaux sont à 60% d'exécution et avancent normalement. Signalons que dans cette bande, plus de 7000 hectares qui disposent d'un plan d'aménagement attendent d'être exploités et le gouverneur a demandé aux techniciens de monter des dossiers et d'impliquer les populations lors de l'exécution. La délégation a ensuite rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Yelou. À Goutumbu, dans le département de Djundju, un forage artésien de 1969 doit être maîtrisé et pour ce faire, des études sont nécessaires. La mobilisation des femmes de Tunga Mohamedou pour la culture du maïs est exemplaire et c'est pourquoi, séance tenante, le gouverneur Seydou Zataou Ali a trouvé des solutions aux problèmes exposés en offrant au groupement féminin 2 motopompes et les fonds nécessaires pour le forage de 4 puits dans le site. À Guéchémé, la délégation a remis des semences aux producteurs avant d'assister au semis du sorgho grincan. Sur le site de Tapkinsawadouti, les 200 exploitants de 15 hectares ont lancé un appel pour la réhabilitation de leur mare qui tarit, dont les études sont disponibles. La délégation s'est ensuite rendue sur le site de Maïzari, puis sur celui de Kokorando, où 400 kg de semences de pommes de terre et 50 kg de maïs ont été remis aux producteurs. À Taouidawa, le gouverneur a constaté une bonne évolution du maïs distribué lors du lancement des cultures irriguées dans la région de Dosso. Cette mission a permis de constater une forte mobilisation pour les cultures irriguées dans la région de Dosso. Nous sommes sincèrement très satisfaits de la mobilisation, la large mobilisation de la population pour le programme irrigué. Et sincèrement, la région de Dosso, la population a bien suivi l'appel du président Mohamed Issoufou par rapport à la campagne irriguée. Donc, le programme où la préoccupation ou mauvaise campagne ou sécheresse ne rime plus avec famine est bien suivi dans cette région. Et je pense qu'avec le potentiel irrigable de la région de Dosso, jusqu'à 94 700 hectares, si vraiment nous mobilisons encore davantage, la région de Dosso peut être une référence pour le programme irrigué. Rendons-nous à Maradi où le projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement vient d'organiser une journée porte ouverte sur l'initiative Champs et Écoles à Sabomachi, département de Dakoro. C'était en présence des autorités administratives et coutumières. Les détails avec Ramat Salou et Sanusi Garba. Cette journée porte ouverte sur les champs écoles paysans est un événement important durant lequel se rencontrent des producteurs pour partager les expériences acquises en matière d'expérimentation agricole. À ce titre, elle constitue un cadre du donner et du recevoir d'où les paysans peuvent avoir des informations sur des variétés testées, mais aussi de discuter avec leurs pairs et les techniciens du domaine agricole sur les préoccupations liées à la production agricole. Cette rencontre a été organisée par le PASADEM avec l'appui de l'État nigérien, le Fonds pour l'environnement mondial FEM, le Programme alimentaire mondial PAM et les populations bénéficiaires. Il a été lancé officiellement en mai 2012 pour une durée de 6 ans. Cette institution vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 65 000 ménages ruraux autour de 5 pôles de développement économique, centrés sur des marchés de demi-gros, de céréales, produits maraîchers et bétail dans 18 communes de la région de Maradi. Il s'agit notamment de Tessawa, Tchadwa, Sabomachi, Guidarumji et Giratawa. Je voudrais réitérer mes remerciements à l'ensemble des participants et à la population de Sabomachi qui a bien voulu accepter d'accueillir cette cérémonie. Sur ce, je vous souhaite une agréable et fructueuse journée. Merci. Dans son mot de bienvenue, le préfet de Dakoro, Untaini Conjoint, a rappelé combien l'intensification de la production agricole est de nos jours d'une nécessité impérieuse pour nos populations rurales qui doivent non seulement produire suffisamment pour se nourrir,
mais aussi pour assurer un approvisionnement régulier des centres urbains. Il a aussi rappelé les efforts importants que l'État nigérien, sous la conduite du président Issoufou Mahamadou, ne cesse de déployer en matière de vulgarisation agricole, d'où la mise en œuvre du 3N et du plan de développement économique et social PDES. Maradi toujours, lancement de la campagne de sensibilisation de lutte contre les IST-VIH-Sida et dépistage volontaire au sein des forces de défense et de sécurité et leurs familles. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Moussa Jariri et Maman Oumar. Organisé par le comité régional de lutte contre les IST-VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose au sein des forces de défense et de sécurité, cette caravane de sensibilisation et de dépistage volontaire et confidentiel intervient un mois jour pour jour après la célébration de la 26e journée mondiale de lutte contre cette pandémie célébrée le 1er décembre dernier. Organisée par le Conseil régional de lutte contre les IST-VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose au sein des forces de défense et de sécurité, cette caravane de sensibilisation et de dépistage volontaire et confidentiel intervient un mois jour pour jour après la célébration de la 26e journée mondiale de la lutte contre cette pandémie célébrée le 1er décembre dernier. Habituellement organisée à Niamey par le comité interministériel de lutte contre les IST-VIH-Sida, la caravane 2013 a la particularité d'être décentralisée au niveau des régions pour toucher du doigt les différentes cibles afin que les objectifs qui lui ont été assignés soient largement atteints. Occasion pour le président du comité régional de rappeler le thème de cette caravane qui est zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès liés au sida. Le commandant Abdulaziz Ben Ibrahim a souligné que la présente caravane fait des forces de défense et de sécurité des cibles privilégiées compte tenu de leur grande mobilité, notamment dans les déplacements en mission de maintien de la paix dans plusieurs pays et de l'accroissement de leurs effectifs du fait de la création de nouvelles unités. La présente cérémonie dira pour sa part, le gouverneur Amadou Babalé dénote de toute évidence la forte volonté et le souci des autorités de la 7e République de réduire la vulnérabilité de nos vaillantes populations. Le gouverneur de la région de Maradi a dit savoir compter sur les FDS pour soutenir la lutte contre le sida. Sans leur collaboration, l'on ne saurait atteindre les résultats escomptés, a-t-il conclu. Après le témoignage pathétique fait par le président régional de l'association des personnes vivant avec le VIH-Sida, le gouverneur Amadou Babalé a donné le coup d'envoi des activités de dépistage volontaire et confidentiel en invitant tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie, autorités administratives et coutumières, agents des forces de défense et de sécurité, à se faire dépister. Car, a-t-il conclu, la connaissance de son statut sérologique est le moyen par excellence pour une personne de prévenir et de traiter la maladie du sida. De Maradi, on va à Tawa, où les jeunes filles scouts du Niger, section de la région de Tawa, ont entrepris une campagne de plaidoyer en faveur de la scolarisation de la jeune fille. Elles ont été reçues par les autorités régionales. Les détails avec Kader Sangaré et Yazirabi. Agir ensemble avec les scouts pour la scolarisation de la jeune fille, tel est le slogan des jeunes filles scouts du Niger, section de Tawa, qui ont été reçues ce matin par les autorités administratives, communales, coutumières, les responsables de l'éducation nationale et ceux de forces de défense et de sécurité. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la scolarisation de la jeune fille. Dans leur message, les jeunes filles scouts ont tour à tour plaidé auprès des autorités régionales qu'il y ait plus de filles à l'école, car au Niger, 52% de la population sont des femmes. À Tawa, elles ont souligné que 32% des élèves l'année passée sont des filles et 41 filles sur 1000 n'arrivent pas au collège. Elles ont exprimé le vœu que le droit à l'éducation soit garanti à tous, plus particulièrement les filles, car la femme est la mère de l'humanité. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation, ont-elles conclu. Très marqué, le secrétaire général de la région de Tawa, M. Yaya Tankari, s'est apaisanti sur l'importance de la scolarisation en général et celle de la jeune fille en particulier. Pour ce faire, Yaya Tankari a parlé de la déperdition scolaire qui malheureusement gangrène notre système scolaire. Pour cela,
il a mis l'accent sur la sensibilisation, l'aide aux familles d'accueil des élèves, plus de collèges ruraux, la sanction aux perturbateurs de la scolarité des filles, le mariage précoce des filles qui doit être banni à jamais. La prise de décision des autorités de la 7e République avec à leur tête son Excellence Alhaji Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre, a transformé les classes en paillotes en classes en matériaux définitifs. Yahya Tankari a promis de transmettre toutes ces doléances à qui de droit. Abondant dans le même sens, l'honorable chef de canton de Tawa, Alhaji Abdou Moussa, a parlé de l'importance de la scolarisation de la jeune fille, que ce soit à l'école moderne qu'à l'école traditionnelle. Et puis, les ressortissants du Niger à Accra, au Ghana, se sont retrouvés à la représentation diplomatique pour une prière collective. À l'occasion, ils ont imploré Dieu le Tout-Puissant pour qu'il descende sa miséricorde sur notre pays. C'est sur initiative de l'ambassadeur du Niger au Ghana, Mme Abdul Moumouni Hadjo. Le gouverneur de la région de Difa était hier à Maïni-sur-Roi où il a assisté à la cérémonie de clôture d'une prière collective organisée par le canton de Maïni. Les détails avec Abdraman Boukari et Abdraman Mas. Il convient de rappeler que cette prière qu'organise chaque année le canton de Maïni-sur-Roi a cette fois-ci duré 45 jours. 45 jours durant lesquels des éminents leaders religieux et marabouts venus de toutes les contrées ont procédé à d'intenses lectures de plusieurs versets du Saint-Coran ponctués par des invocations afin que Dieu le Tout-Puissant bénisse le Niger et son peuple. C'est une pratique ancienne et nous aussi nous sommes venus trouver et nous allons continuer parce que c'est réellement pour nous ce qu'on a trouvé et puis de plus cher que nous considérons et nous sommes obligés aussi de les poursuivre. Donc c'est chaque année. Presque tous les marabouts du canton. Donc souvent, même si on n'a pas un chiffre exact, c'est que c'est au-delà, même dans la ville et puis les campagnes. Donc on a environ 1 millier de marabouts donc, qui vont se réunir. Dans le temps, c'était 30 jours, mais maintenant on a ramené à 45 jours. Et réellement, notre objectif, c'est pour prier la paix et la stabilité pour les pays chaque année. Et maintenant, il faut voir maintenant la saison qui vient. Donc que ce soit un hivernage fécond. Et maintenant, on prie aussi pour nos commerçants, pour nos agriculteurs, nos éleveurs, donc tout le monde, maintenant pour que Dieu fait en sorte que ça devienne prospère, chacun dans ses activités. La Fatiha qui marque la fin de cette rencontre annuelle intervenue hier matin au niveau de la grande mosquée de Maïni-sur-Roi a vu la présence de nombreux fidèles qui se sont fortement mobilisés, preuve de tout leur attachement à cette pratique qui mérite d'être soutenue et encouragée. Au rang de ses fidèles, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakoubou Soumana Gao, qui avait à ses côtés le secrétaire régional adjoint de la région, M. Tini Djibo, les autorités administratives, communales et coutumières, ainsi que de nombreuses hautes personnalités venues saluer cet instant solennel. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour le premier responsable de la région de Difa de témoigner une fois de plus à toutes les appréciations des autorités nationales que régionales face à ce genre de retrouvailles religieuses d'une utilité certaine pour le Niger en général et le canton de Maïni-sur-Roi en particulier, mais aussi et surtout réitérer toute la satisfaction des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, à ses vaillants marabouts pour les multiples efforts qu'ils ne cessent de déployer en faveur du Niger à travers leurs prières quotidiennes, tout en les exhortant à poursuivre avec le même élan. Ainsi donc, un peu après la Fatiha qui consacre la fin de cette rencontre, une prière a été dite afin que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, gratifie le Niger d'un hivernage fécond, aussi que règne la paix, la tranquillité, la stabilité et le bonheur partout au Niger. À Niamey, l'association nigérienne pour le bien-être familial ANBF tient depuis ce matin au centre de santé de la reproduction les assises de son assemblée générale. C'était en présence des partenaires et de plusieurs invités. Le résumé de Hadjar Baka et Hadiza Hamid. Les participants à cette assemblée générale auront à faire le bilan annuel des réalisations physiques et financières du budget 2013 de l'association nigérienne pour le bien-être familial ANBF, une association qui œuvre inlassablement aux côtés du gouvernement de la 7e République pour l'amélioration du bien-être des populations dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Les présentes assises ont pour but de faire
une analyse des réalisations de l'année qui vient de s'écouler. En pareille circonstance, je sais compter sur vous pour faire l'examen sans complaisance des rapports qui seront soumis à votre approbation. Mesdames et messieurs, l'Association nigérienne pour le bien-être familial est une organisation crédible et en témoigne le nombre de projets exécutés et ceux en cours. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs partenaires. Toutes ces performances ne seraient possibles sans l'engagement et la détermination de toutes et de tous. C'est le lieu ici de saisir la présente opportunité pour remercier toutes les femmes et tous les hommes qui œuvrent sans cesse. J'ai nommé les volontaires et les staffs de notre AM. Néanmoins, les défis restent toujours majeurs. En effet, il vous souviendra, la semaine dernière, l'Institut national de la statistique a publié les résultats définitifs de l'enquête démographie et de santé 4, dans lequel il ressort des indicateurs particulièrement préoccupants pour notre pays. En effet, le taux de mortalité infanto-juvénile, celui de l'indice synthétique de fécondité, demeure l'un des plus élevés de par le monde avec 7,6 enfants par femme. La prévalence contraceptive est de moins de 15%. C'est pour toutes ces raisons que je vous exhorte à être créatifs, à innover pour répondre aux besoins sans cesse croissants de nos populations en général et des jeunes plus particulièrement. Membre à part entière et accrédité de la Fédération internationale pour la planification familiale l'IPPF, l'ANBF intervient particulièrement dans les domaines de la santé de la reproduction, la planification familiale, la santé de la mère et de l'enfant et la lutte contre les IST, VIH, SIDA. Ottawa, mise en place du cadre de concertation intercommunale du projet d'aménagement et de gestion du bassin versant de Badaguichiri. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie. Les détails avec Fatima Tagabidine et Yazraïb. Le coordonnateur par intérim du projet, M. Amadou Haya, expert en suivi et évaluation du projet Badaguichiri, a au nom du coordonnateur empêché adressé leurs vifs remerciements aux participants. Cette cérémonie est d'une grande importance car il s'agira de procéder à l'installation du cadre de concertation intercommunale dans sa zone d'intervention. Un schéma d'aménagement et de gestion des RN du bassin versant a été élaboré depuis 2012 par la coordination du projet. Et ce schéma va conditionner l'exécution des grands ouvrages dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Le secrétaire général, M. Yahya Tankari, dira que le projet d'aménagement et de gestion du bassin versant de Badaguichiri s'inscrit dans les priorités du gouvernement déclinées dans la déclaration de politique générale DGP de son Excellence le Premier ministre Birji Rafini et cadre parfaitement avec les orientations de l'initiative 3e Les Nigériens nourrissent les Nigériens. En effet, le projet vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en garantissant la sécurité alimentaire et en assurant la gestion durable des ressources naturelles. Au niveau de la mise en œuvre, il est articulé autour de 5 principales composantes et à son terme, des objectifs à atteindre sont visés. L'ambition grandiose du projet est d'exécuter d'importants investissements dans sa zone d'intervention composée de 7 communes réparties en 4 départements de la région. Jugé utile et impérieux pour parvenir à un aménagement concerté et une question équitable et durable des ressources naturelles du bassin, ce cadre de concertation intercommunale constitue une espèce de dialogue, d'échange et de partage d'informations entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Ce cadre est composé des représentants de tous les acteurs du développement, à la base notamment la chefferie traditionnelle, les élus locaux, les organisations paysannes, l'administration régionale et les services techniques déconcentrés. Le cadre de concertation intercommunale doit surtout contribuer à développer la communication, la participation, la concertation, les échanges et le dialogue fructueux entre tous les acteurs concernés en vue d'assurer au terme un consensus souhaitable et durable autour des actions d'aménagement, d'exploitation, de valorisation des infrastructures de sécurisation des ressources naturelles, de renforcement des capacités des acteurs locaux de nos jeunes communes. Monsieur Yahya Tankari a, avant de terminer son propos, adressé leurs vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers qui ont toujours accompagné les efforts inlassables du gouvernement dans la recherche du mieux-être de nos vaillantes populations, à l'occurrence l'Agence française de développement AFD qui a bien voulu financer le projet.
de Tawa continue sur Agadez où l'ONG Hedtemet vient d'organiser une session de formation à l'intention de 25 enseignants issus de 10 écoles primaires du département d'Ingal. Le module entre dans le cadre du projet Amélioration du taux de scolarisation en zone nomade. Compte rendu Mohamed Madou et Nassirou Nakaka. Cette session de formation destinée à 25 enseignants issus de 10 écoles primaires du département d'Ingal entre dans le cadre du projet Amélioration du taux de scolarisation en zone nomade au Niger, un projet cofinancé par le Secours populaire français et la Fondation Areva et mis en œuvre par l'ONG Homme Environnement Développement HD Tamat, omniprésente dans la région d'Agadez. Le module qui s'est tenu du 24 au 27 décembre 2013 s'articule autour de 3 thématiques fondamentales dans le domaine de l'éducation. Il s'agit de la didactique de l'enseignement de certaines disciplines, de la gestion décentralisée de l'école, de la morale et de la conscience professionnelle. À l'ouverture des travaux, le président par intérim de l'ONG HD Tamat a félicité les enseignants qui ont mis à profit leur temps de repos des congés de Noël pour apprendre et améliorer leurs connaissances pédagogiques. Seydi Houmouden ose espérer que cette formation apportera un plus aux bénéficiaires et contribuera à l'atteinte des objectifs poursuivis. Pour le secrétaire général de la préfecture d'Ingal, Jibril Ilyas, l'ONG HD Tamat est un grand partenaire de l'école nigérienne en général et de la région d'Agadez en particulier. Sa stratégie d'intervention ne se limite pas seulement à l'éducation, mais embrasse tous les secteurs de la vie socio-économique et culturelle. Sentiment de satisfaction partagé par l'inspecteur de l'enseignement primaire, Mohamed Moussa. Celui-ci a fait l'apologie de l'ONG HD Tamat en encourageant ses responsables à œuvrer sans relâche à l'épanouissement de notre système éducatif. Même son de cloche du côté des bénéficiaires de la formation. C'est le cas du directeur de l'école de Tigden Taguet Rissa Abash et de Mme Rachita Ibrahim, directrice de l'école de Torgit. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pour bénéficier d'une formation sur des thèmes qui nous préoccupent dans notre pratique quotidienne du métier, particulièrement les compétences dans la pratique des classes. Il y a bien de nouveaux maîtres qui ont des difficultés, même si la vocation est là, à affronter la réalité du terrain. Et si l'ONG Tamat nous vient à la rescousse, nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous remercions Tamat d'abord. Donc cette formation vient à un moment où nous l'attendons beaucoup, surtout avec les réformes de l'éducation qui interviennent. C'est un grand acquis pour nous, enseignants. Vraiment, nous remercions d'avoir initié cette formation à notre honneur. Cette session de formation s'achève donc sur une note de satisfaction. Selon les responsables de l'ONG HD Tamat, elle vient compléter d'autres réalisations du projet, notamment la dotation en vivres, l'appui en fourniture et manière scolaire, un kit d'hygiène et de sport et l'alphabétisation des adultes au niveau des villages. Le secrétaire général de la région de Tawa a, au nom du gouverneur, décerné un témoignage de satisfaction au chef d'escadron Kimbatahiru, commandant sortant du groupement de la gendarmerie de Tawa, promu commandant de la 3e légion de gendarmerie de Zender. Les détails avec Mohamed El Mokhtar et Yazirabi. Le chef d'escadron Kimbatahiru, commandant du groupement de la gendarmerie de Tawa, avec ses autres collègues responsables des forces de défense et de sécurité, a joué ces 4 dernières années un rôle central dans la sécurisation des personnes et des biens au niveau de la région de Tawa. Kimbatahiru vient d'être promu commandant de la 3e légion de gendarmerie de Zander qui coiffe les 3 régions, Zander, Maradi et Difa. C'est donc une très belle promotion. À l'occasion de son départ de Tawa, le gouverneur de la région, représenté par le secrétaire général, a souhaité décerner un témoignage officiel de satisfaction à ce grand officier de la gendarmerie pour de bons et loyaux services rendus à la région de Tawa dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Pour Yahya Tankari, le secrétaire général de la région, c'est avec un certain regret que nous allons voir partir ces précieux collaborateurs. Mais hélas, la vie d'un serviteur de l'État est faite ainsi. Un jour, les devoirs et la nécessité des services les placent ici, et un autre jour, les mêmes nécessités l'amènent ailleurs, a dit Yahya Tankari. Quant au récipiendaire, il a déclaré que cette distinction, même si elle porte son nom,
appartient à tous les acteurs de la sécurité au niveau de la région, à commencer par les autorités régionales qui mettent les moyens nécessaires à la disposition des hommes chargés de faire le boulot. Ce témoignage, certes, c'est mon nom qui est écrit dessus, mais ce n'est pas pour moi. Il est à mettre à l'actif de l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le domaine de la sécurité au titre de la région de Tawa. Merci à tout le monde et merci encore. Enfin, le personnel de la Société nationale des transports nigériens SNTN a rendu public ce matin une déclaration. Elle est relative à la réhabilitation de la SNTN pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La teneur. Considérant les engagements pris par le gouvernement de la 5e et 6e République par rapport à la réhabilitation de la SNTN, considérant la libération du secteur des transports, celui des produits stratégiques doit exclusivement être pris en charge par l'État, considérant que celui-ci a toujours été le domaine exclusif de la SNTN pour son professionnalisme à la matière et pour des raisons évidentes de sécurité pour l'État. Considérant les travaux du comité ad hoc chargé de faire des propositions sur la réhabilitation de la SNTN, notamment un business plan, un plan de redressement et un projet de plan social, etc., etc. Considérant l'approbation des 10 documents et du plan social, considérant l'ouverture du capital social de la SNTN dans le cadre du parachèvement de son processus de réhabilitation, considérant le protocole d'accord entre le gouvernement de la 7e République et Riyad Motor en vue du redémarrage des activités de la SNTN, considérant la promesse du président de la République, son Excellence Alhaji Issoufou Mamadou, pour réhabiliter la SNTN, considérant les énormes sacrifices consentis par les travailleurs de la SNTN, notamment la diminution de leur salaire à hauteur de 55%, considérant leur acceptation du chômage technique depuis 41 mois, ce qui jure avec les dispositions réglementaires en droit du travail. Considérant que les travailleurs de la SNTN cumulent plus de 10 mois d'arriérés de salaire, considérant l'échec de la signature du 2e round du protocole d'accord entre le gouvernement et de la 7e République du Niger et Riyad Motor le 17 décembre 2013. Considérant le désespoir des travailleurs de la SNTN et leurs familles de cet échec, considérant la situation d'extrême précarité dans laquelle végètent les travailleurs de la SNTN et leurs familles, considérant le manque de volonté politique pour régler les problèmes de la SNTN qui, jadis, était une fierté nationale. Nous, travailleurs de la SNTN, demandons au chef suprême de l'administration nigérienne et père de la nation, son Excellence Mohamed Issoufou, président de la République, de prendre en charge personnellement la question de la réhabilitation de la SNTN. Nous lui demandons de bien vouloir instruire le gouvernement pour qu'une solution urgente soit prise afin de régler les problèmes des cas sociaux que nous sommes. Fondons l'espoir que nous, travailleurs de la SNTN, soyons dans les meilleurs délais traités comme tous les travailleurs nigériens sans distinction, aucune conformément au programme de recense du président de la République. Nous restons ouverts au dialogue franc et constructif afin de résoudre définitivement la douloureuse situation des travailleurs de la SNTN. Voilà, ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Télésal. Au revoir.